Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. Simon-Pierre Savard-Tremblay avec vous pour la prochaine heure. Alors, c'était donc la semaine dernière. Il y a eu un remaniement ministériel. Je pense qu'il est un petit peu écrit dans le ciel, ce remaniement-là. Madame Marie-Chantal, comment que François Legault nous avait dit à Infoman qu'il fallait prononcer ça? Marie-Chantal, étant donné qu'il n'y a pas de trait d'union entre les deux. Alors, Marie-Chantal Chassé a été chassée, jeu de mots mon oncle, totalement assumé. Elle a été chassée après seulement 100 jours de gouvernement, 99 jours pour être précis de gouvernement. Alors, mais ça nous permet de nous poser la question. Là, en 2019, on voit que la CAQ a quand même eu une certaine, la coalition Avenir Québec au pouvoir, une certaine, si on peut dire, une certaine lune de miel qui est probablement due au fait que le gouvernement précédent avait quand même 15 ans derrière lui. Donc, veut pas, ça favorise toujours un certain amour avec le changement pour les premiers mois. Et puis... On va être capable d'en parler aujourd'hui avec mes analystes du jour, parce que la vraie question, c'est là en 2019, quels seront les défis? Parce que là, la lune de miel est là, elle ne sera pas éternelle. La coalition Avenir Québec a devant elle en 2019 beaucoup de défis qui l'attendent. Il y aura une élection fédérale. Va-t-elle en profiter pour avancer son agenda autonomiste? Ça restera à voir, ça restera à suivre. Il y aura bien entendu cette fameuse question de la laïcité qui fait parler depuis si longtemps. J'ai l'impression que ça va être des bonnes discussions aujourd'hui. Et puis, il y aura également la fameuse question de la réforme du mode de scrutin. Alors ça, c'est cette vieille promesse qu'on fait depuis les années 70. Ça se passe jamais. Même l'actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en avait fait la promesse. Ça n'est pas advenu. Alors, mais pour commencer, tout d'abord, comme le veut la coutume, c'est maintenant la chronique actualité. Alors, on a donc au bout du fil pour l'émission Société cette chronique actualité habituelle avec Amélie Gamache, journaliste qui est au bout du fil. Bonjour Amélie Gamache. Bonjour M. Savard-Tremblay. Merci d'être avec nous. Alors, comme à chaque semaine, alors qu'est-ce qui a attiré votre attention là, cette semaine? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Là? Mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Je pense qu'on peut pas manquer de souligner le départ de Marie-Chantal Chassé en environnement. Elle a fait long feu, comme on dit, 3 mois seulement après sa nomination. Donc, elle a quitté le poste de ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Legault a évoqué des difficultés de communication. C'est poli de le dire comme ça. Elle a eu des entrevues assez catastrophiques là où elle a été, entre autres, là, incapable d'expliquer la position du Québec sur la taxe du carbone. Elle reste députée de Châteauguay, ceci dit, mais elle est remplacée donc comme ministre par le député de Montagne, Benoît Charette. Charette qui a été élu sous la bannière péquiste en 2008. Il avait été défait là, en 2012, mais il a repris son siège en 2018. Donc, il est président de la commission des institutions pour le moment. On ne sait toujours pas s'il va conserver ces responsabilités-là. Ce que ça a comme impact, c'est aussi que le Conseil des ministres n'est plus paritaire. Maintenant, il y a 14 hommes, 12 femmes. Donc, on va voir si ça va avoir d'autres changements dans les prochains mois pour ça. Puis là, au niveau fédéral, on a vu aussi que Justin Trudeau avait annoncé une aide financière aux universités en Ontario, aux universités francophones. Oui, c'est ça. Mais ça s'est passé hier. Le gouvernement fédéral, en fait, Mélanie Joly qui a annoncé l'injection de 1,9 million de dollars pour permettre le maintien du projet de l'Université de l'Ontario français. Ça, c'était demain, la date limite. Là, le financement provincial de l'Université de l'Ontario, c'est terminé. Donc là, Ottawa a annoncé qu'il financerait jusqu'en 2020. À quoi va servir cet argent-là? Dans le fond, c'est la mise en place d'un carrefour francophone du savoir et de l'innovation. On veut, dans le fond, regrouper là, la future université puis une quinzaine d'autres institutions et d'organismes. Donc, on sait qu'en novembre, là, le gouvernement de Doug Ford avait annoncé l'abandon du projet d'université, finalement son report. Donc, il semble qu'au moins, là, ça va continuer jusqu'en 2020. Également, à Ottawa, départ de Scott Bryson. Ben oui, Scott Bryson qui a une démission surprise, en fait, jeudi. Il a annoncé que non seulement il quittait son poste de président du Conseil du Trésor immédiatement, mais qu'en plus, il ne se représenterait pas aux élections du 28 octobre. Ça a pris un petit peu tout le monde par surprise, là. Après 22 ans de carrière, M. Trudeau était le premier surpris. Petit rapport, 22 ans, il avait été élu pour la première fois en 97, là, sous la bannière du Parti progressiste conservateur, qui est alors dirigé par Jean Charest. C'était le premier homme, dans le fond, là, qui était homosexuel, qui a été élu comme ministre. Bref, ça a provoqué il avait changé, si je ne m'abuse, de parti au moment où Stephen Harper avait négocié la fusion. C'est
en plein ça, quand il y a eu la fusion en 2003 avec l'Alliance canadienne, eh bien, le Parti conservateur était contre les mariages gays, donc ça avait provoqué sa sortie. Évidemment, ça a provoqué ce remaniement ministériel qui a été annoncé ce matin. C'est Jane Philpott qui prend sa place, qui est présentement la vice-présidente du comité du Conseil du Trésor. C'est pas une surprise. Elle était également ministre des Services autochtones, donc ça, il a fallu nommer quelqu'un pour la remplacer. C'est Smith O'Regan qui s'en va là, lui qui était ministre des Anciens combattants. Donc, il y a Jody Wilson-Raybould, qui était la ministre de la Justice, qui, elle, s'en va aux Anciens combattants. Tout ça donne qu'ils ont un nouveau ministre québécois. Celui qui prend le poste de ministre de la Justice, c'est David Lametti, qui est un député de Montréal, là, qui a enseigné le droit à l'Université McGill. Et comme il faut avoir la tradition veut qu'il y ait au moins un représentant par province, eh bien, il y a un nouveau poste, celui du développement économique rural, qui a été confié à Mme Bernadette Jordan, qui est une députée de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça va maintenir la représentation là, de la Nouvelle-Écosse à la table du cabinet. Si on va voir un petit peu aussi ce qui se passe aux États-Unis, discours à la nation du président Trump. Ben oui, premier discours de la nation mardi, il a fait un plaidoyer pour son mur à la frontière mexicaine, hein, c'est son sujet de prédilection. Il a même parlé d'une crise humanitaire et sécuritaire là, dans ses élans grandeurs. Il a de nouveau insisté là pour que le budget comprenne une somme de 5,7 milliards pour le mur, qui lui, d'après lui, serait la solution au trafic de drogue. Il n'a pas par contre décrété l'état d'urgence pour construire le mur. Hein. Il y en a qui avait évoqué ça la semaine avant. Il laisse encore un peu planer le doute là, si jamais il ne réussit pas à s'entendre, est-ce qu'il va le faire. Donc, il s'est aussi rendu jeudi dans une ville frontalière, là, près de la frontière, où il a refait le même genre de discours. La paralysie continue toujours, donc on est rendu à 24 jours. Maintenant, c'est le record. L'ancien record, c'était 21 jours, c'était sous Bill Clinton. D'ailleurs, les négociations là, semblent pas mal au point mort. Le mercredi, le président américain a abruptement, pour le moins qu'on puisse dire, mis fin à une réunion qu'il y avait avec les leaders démocrates seulement quelques minutes là, après le début de la rencontre. Il y en a plusieurs qui veulent une ouverture du gouvernement. Là, on va voir ce qu'il va donner. Ça va être à suivre cette semaine. Qu'est-ce qu'on suit justement cette semaine, Amélie Gamache, pour terminer? Il y a plein de choses. Entre autres, le Brexit. Hein, demain, c'est le vote à la Chambre des communes sur l'accord qui avait été négocié l'année dernière entre Theresa May et l'Union européenne. On s'attend à ce qu'il soit rejeté. D'ailleurs, Theresa May, aujourd'hui, là, est en mode tentative de convaincre les gens. Là, elle fait des discours un peu partout. On sait que l'accord a été critiqué, dans le fond, tant par les partisans du Brexit, qui craignent un peu une genre de dépendance permanente à l'Union européenne, que par ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, évidemment. Ça pourrait avoir des conséquences là, pour Theresa May. On sait que le leader de l'opposition travailliste là, a déjà appelé la semaine passée à des élections générales anticipées pour résoudre cette impasse-là. Donc, ça va vraiment être à suivre demain, là. Sinon, il y a un remaniement qui est annoncé à la veille de la rentrée parlementaire, un mini-remaniement à Ottawa aussi? Ben oui, c'est ça que je vous disais tantôt. Il y en a vraiment plusieurs. Ça s'est fait ce matin, très tôt. Donc, la grosse nouvelle, là, c'est le départ de Scott Brisson, évidemment, et puis le nouveau ministre québécois. Ceci dit, demain, il y a aussi la course à la chefferie du Bloc. Hein. Oui, on saura s'il y en a une, en fait. On saura s'il y en a une ou si c'est un couronnement d'Yves-François Blanchette. C'est ça, c'est la fin de la période de candidature, dans le fond, demain matin. Donc, Yves-François Blanchet est toujours officiellement le seul candidat pour être couronné. Si jamais il y en a un qui se déclare dans les prochaines 24 heures, ben là, ça va aller au congrès de refondation du Bloc québécois qui est en février. Merci Amélie Gamache, journaliste. À la semaine prochaine. Merci à vous. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure en introduction, cette émission portera sur les défis du gouvernement de la CAQ pour la prochaine année, notamment parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'embûches potentielles. C'est le moment de vous présenter ceux à qui je laisserai la glace aujourd'hui et avec qui je ferai office d'animateur. Tout d'abord, Frédéric Bérard, juriste. Merci d'être avec nous. Salut, merci. Et également chroniqueur au journal Métro. Exact. Nick Payne, analyste politique et chroniqueur au journal Facebook. Ah oui, bonjour, oui, exactement. ça a pas mal plus grosse portée que n'importe quel autre média. Oui, Marc. Non, mais Nick Payne est également animateur de l'émission La Semaine politique à CIBL. C'est vrai. Donc, qu'on espère que vous n'écoutez pas parce que ça impliquerait que vous ne seriez pas en train d'écouter Radio VM au même moment. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Moi, je dis rien, là, je te laisse aller avec ça, c'est mon plan. Alors, gouvernement de la CAQ, actuellement, on peut dire lune de miel, je pense. Est-ce que c'est dû simplement au fait qu'après 15 ans de libéraux, on est content qu'ils changent d'air? Ça se limite un peu à ça, Frédéric Bérard? Ben, c'est sûr que je pense que les gens voulaient à tout prix se débarrasser des libéraux. Ça, je pense que c'est assez clair. Au-delà de ça, par contre, il y a quand même c'est un classique. Hein? Chaque nouveau gouvernement bénéficie d'une lune de miel maintenant
faut analyser la durée. Une fois qu'on a dit ça, je pense que le gouvernement Legault a une grande qualité. En fait, il y en a sûrement plus qu'une, mais il y en a au moins une qui ressort. Une remarquable à tout. Oui, c'est celle... Puis elle peut être critiquée aussi, cette qualité-là, en un sens, mais c'est celle de faire preuve d'une certaine écoute des besoins, des désirs, de la volonté de la majorité de la population. Chose que les libéraux ne faisaient pas, de toute évidence. On l'a vu avec Chassé qui a perdu son job de ministre de l'Environnement. On le voit, avec les sondages, on comprend assez rapidement que les politiques de la CAQ sont adaptées au fil des sondages en question. Donc, nécessairement, ça donne l'impression, qui est juste, je pense, que le gouvernement est à l'écoute. Est-ce que c'est toujours une bonne chose? Ça, c'est une autre histoire, mais quand même, il y a ce volet-là, je pense, qui, démarque nettement la CAQ de son prédécesseur libéral. Oui, parce qu'on sait que vous écoutez les gens. Vous êtes un apôtre du gouvernement des juges, la réincarnation de Pierre-Éliott Trudeau, n'est-ce pas? C'est parti, oui, le gouvernement des juges. Non, mais en fait, je veux dire, c'est pas parce que tout le monde va se garrocher en bas du pont qu'on est obligé d'y aller, disait Feu, mon grand-père. Et ça vaut aussi pour les sondages. Bon, ben votre grand-père est un grand philosophe. Plus que plusieurs caquistes, en tout cas. Mais cette chose étant dite, effectivement, le personnage Legault diffère du personnage Couillard. Le personnage Couillard était très, si on peut dire, suffisant là, pour grossir le trait. C'est quelqu'un qui était très sûr de lui, là, et qui souvent même n'hésitait pas à faire un peu la leçon à ses compatriotes. Là. Et le contraste est fort, justement, avec Legault, hein, qui le dit lui-même, je peux faire des erreurs, les gens s'attendent à ce que je fasse des erreurs, ils vont me les pardonner. Et je pense, même en campagne électorale, on se rappelle quand il s'est planté 2 fois plutôt qu'une en matière d'immigration, alors qu'il en fait son pain et son beurre depuis 3 ou 4 ans. Il a dit, les Québécois s'attendent pas à ce que je sois un participant génie en herbe. Bon, évidemment pas, mais je veux dire, quand même, premier ministre, on souhaiterait peut-être un petit peu plus que ce qu'il nous a démontré. Mais reste que cette espèce d'humilité-là, à mon sens, joue clairement en sa faveur, surtout, je le répète, du fait du contraste avec le premier ministre précédent. Nick Payne? Écoute, une lune de miel, par définition, ça finit à un moment donné. Oui. Et je vais être un prophète de malheur. Un grand prophète, et je vais vous prédire la fin de la lune de miel prochainement. Mais prochainement, quand je ne le sais pas, il est vrai qu'elle se poursuit, cette lune de miel. Elle est plus longue que les lunes de miel moyennes des dernières années, en tout cas des derniers mandats parce que pour le gouvernement. Dans les années 70, on parlait de lune de miel qui pourrait durer 6 mois. Les derniers gouvernements, ça n'a pas du tout été ça. Le gouvernement Marois n'en a même pas eu. Le gouvernement Couillard, ça a été très, très court. Allô, les réseaux sociaux. Hein. Oui, les réseaux sociaux. C'est ce qui a changé. Il y a aussi des circonstances, là, des questions de configuration, de reconfiguration de l'échiquier politique. Alors, on a un phénomène. Quand je disais que les lunes de miel se terminent, elles se terminent parfois abruptement pour les gouvernements qui ont été élus sur la promesse du changement, du grand changement. Là, on a une reconfiguration de l'échiquier politique. La CAQ est en train de drainer les restes du Parti québécois en partie. Bon, il y a d'autres gens qui sont partis chez Québec solidaire. Le portrait a beaucoup changé depuis la dernière élection et ceux qui arrivent dans ce rôle-là, parlez-en à Emmanuel Macron, par exemple, peuvent faire face à une fin de lune de miel plus tardive, mais néanmoins brutale. Dans le cas d'Emmanuel Macron. Ça pourrait arriver à François Legault. Maintenant, ce qui arrive aussi à la CAQ, c'est justement du fait de cette reconfiguration, le Parti libéral et le Parti québécois sont hors jeu. Ils n'ont pas de chef, ni l'un ni l'autre. Oui, moi, un point où moi, je ne les aurais pas imaginés après la dernière élection. Alors, on ne les entend plus, ils ne sont plus là et à leur place, il y a devant le gouvernement de la CAQ une sorte d'adversaire idéal en Québec solidaire qui, est toujours un peu, qui sera vu comme étant un peu caricatural par beaucoup de gens et qui occupe un créneau auquel la CAQ ne veut pas toucher de toute façon. Alors, ça fait, tout le monde est content dans ça et il va falloir attendre notamment donc le retour d'une voix un peu plus forte des deux partis traditionnels ou d'un de ces deux partis-là, en tout cas pour sérieusement mettre au défi la CAQ. Ouais, je pense que déjà, là, on peut voir que la lune de miel s'étire un peu à cause de ça. Bien justement, est-ce qu'on regarde, vous parlez de l'opposition Québec solidaire qui semble avoir un peu remonopolisé l'indépendantisme maintenant. Il y a une position plus affirmée qu'il y avait quelques années. Du côté de la CAQ, c'est l'autonomisme. Il y a une élection fédérale cette année. Est-ce que la CAQ a, selon vous, l'intention d'avancer, de profiter de cette élection fédérale-là pour avancer cet agenda-là? En tout cas, on sait qu'ils ont mis notamment le projet de loi sur les signes religieux à la veille de l'élection fédérale. C'est sûrement pas par hasard non plus pour les forcer un peu, soit à s'engager, soit à révéler leur vraie couleur là, par rapport à cette question-là. Frédéric Bérard?
Ça, c'est une bonne question. Le programme autonomiste de la CAQ, moi, j'y crois pas. Mais franchement, je pense que c'est plus une posture il en fallait une, autrement médiatique dit. qui fait l'affaire d'un peu tout le monde en disant non, on n'est pas souverainiste parce que les Québécois veulent pas de souveraineté au moment où on se parle, veulent encore moins, ironiquement, d'un référendum. Mais en même temps, vous comprenez, on n'est pas à la solde du fédéral comme l'étaient les libéraux. Ça aussi, c'est une étude de marché, au fond. Hein? Oui, c'est très, très en connivence. On se rappelle que la CAQ, au début, quand on parlait pas juste de François Legault, on parlait de Legault Facal, parce qu'il y avait Joseph Facal autour. Et il était très clair que c'était une coalition qui n'avait pas de position sur la question nationale. Et on disait, on assumait, il y a des indépendantistes dans ce parti-là, on règle les problèmes immédiats. Par la suite, on remettra le débat sur la question nationale. Là, à un moment donné, on a commencé à dire, branchez-vous. Puis là, ils ont dit, oui, on en a une, finalement, c'est autonomiste. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. On est contre l'indépendance, mais on est contre le fédéralisme. En fait, Legault a dit que la CAQ était fédéraliste, dans un sens, mais un fédéraliste, on s'entend, ultra soft, là. Ce qui est en fait disons. Mais alors, rappelons-nous, dans les premières semaines de la CAQ, François Legault se présentait plutôt comme un indépendantiste déçu. Il disait, j'aurais bien voulu, je serais encore pour ça, mais là, à court terme, ça se fera pas. Puis ça, évidemment, c'est habile, parce que ça permet de regrouper, un peu comme ou tentait de le faire Mario Dumont à l'époque, les souverainistes déçus comme les fédéralistes un peu moins convaincus. Une fois qu'on a dit ça, par contre, le programme autonomiste de la CAQ, c'est quoi? Il y en a pas. C'est une vraie joke, à vrai dire. La seule chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire non, sur la réduction du seuil des migrations, donc de 50 000 à 40 000, inquiétez-vous pas, on va s'entendre avec Ottawa. Sur le truc du test des valeurs, pour moi qui est une machination épouvantable, où on veut déporter des immigrants sur la base d'un échec en regard à ce test-là, on dit non, inquiétez-vous pas, on sait là que, en fait, Legault, il savait pas avant la campagne électorale, il l'a appris pendant, mais on sait que c'est le fédéral qui déporte, mais inquiétez-vous pas, on va s'entendre. Comme si François Legault pouvait convaincre Trudeau, qui a fait 3 choses depuis son mandat, c'est-à-dire se déguiser, pleurer et défendre des immigrants, de réduire ce seuil-là ou encore de les déporter le cas échéant. Donc, je veux dire, tant qu'à moi, ça c'est parfaitement, c'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi, puis je vois pas comment ce gouvernement-là va pouvoir faire plier Ottawa sur quoi que ce soit, sauf peut-être sur des trucs très ponctuels et insignifiants là, qui coûteraient rien politiquement au gouvernement Trudeau. J'ai l'impression, Nick Payne, de vous n'êtes pas convaincu par la force suprême de l'autonomisme. Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être davantage affirmationniste qu'autonomiste si on veut dire que ce second terme implique un peu moins de changements concrets. Alors donc, on met le point sur la table et on essaie de manifester notre différence. Contrairement, rappelons-le, au gouvernement précédent qui, lui, s'était fait une posture vertueuse de laisser le champ libre à Ottawa. Ah oui, alors les libéraux, ça, c'est autre chose. Mais au fond, le résultat, je suis assez d'accord avec Frédéric Bérard là-dessus. Le résultat sera probablement le même. On n'a pas vraiment de mesures. On ne va pas réclamer des pouvoirs à Ottawa. Là, il y en a qui fondent beaucoup d'espoir chez les indépendantistes de la famille péquiste, notamment sur la question des signes religieux ostentatoires. On pense que ça, c'est un geste d'affirmation identitaire et ainsi de suite. Moi, je ne crois pas que ça mènera à de grands débats sur la place du Québec dans le Canada, par exemple, cette question-là. Et donc, oui, une forme d'affirmationnisme d'apparat. Il y a quand même une politique qui va avec ça, là, mais on est loin. La CAQ s'est aperçue qu'il fallait en avoir une position constitutionnelle. En fait, tu peux pas être assis entre deux chaises. Alors, ils sont plutôt sur l'espèce de chaise de l'entre-deux-chaisisme classique. qui représente une majorité de Québécois à l'heure actuelle. Puis qui existe, qui a été incarné par l'ADQ, donc c'est l'ancêtre de la CAQ. Alors, ça va bien, on est assez cohérent là-dessus. Je pense mais l'ADQ a été fondé là-dessus, par contre. Ce sont des dissidents du Parti libéral qui vont, tandis que la CAQ, on a l'impression que c'est un peu l'élément dont ils veulent pas parler. Ça les énerve depuis le début. C'est un peu une épine dans le pied, cette question-là. Donc, par défaut, puis ça rejoint votre analyse, Frédéric Bérard, c'est un peu une position par défaut, là, finalement. Ben, moi, je pense que oui. Puis là, ce qui devient amusant, voire peut-être ironique, c'est le nombre d'anciens péquistes qui occupent actuellement des jobs de haut niveau à la CAQ. On pense à plusieurs chefs de cabinet. Ben, ça a commencé au départ par le réseau de Drainville. Beaucoup de gens qui étaient passés par Bernard Drainville. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vrai. Puis moi, à titre personnel, j'ai plusieurs amis qui occupent des jobs de chef de cabinet et dans des ministères névralgiques qui sont d'anciens péquistes et pas des péquistes de fin de semaine, des péquistes convaincus qui ont travaillé d'ailleurs à l'époque du gouvernement Marois. Est-ce que ça va pas venir changer un peu la donne? Parce que, bon, évidemment, si vous dites que vous êtes fédéraliste, ces gens-là ont fait une espèce de profession de foi implicite. Reste que dans les discussions de salon, de cabinet et ainsi de suite, je suis assez convaincu que certains vont essayer de pousser pour une plus grande forme d'autonomisme. Mais là, reste toujours, en fait, le défi suivant, puis vous l'avez un peu soulevé, je pense que je l'ai fait moi aussi, c'est que vous pouvez présenter ce que vous voulez comme demande, mais si vous perdez,
lorsque vous présentez ces trucs-là, dans ce cas-ci, ça va vous péter en pleine face, contrairement à l'époque où le PQ pouvait présenter des trucs, espérant pratiquement que le fédéral leur dise non parce que ça servait leur thèse. Ici, c'est clairement l'inverse, parce que c'est Legault quand même qui a dit que la CAQ était fédéraliste et fait en quelque sorte le pari du régime fédéral, même si c'est du bout des lèvres. Mais cette migration péquiste vers la CAQ, c'est pas seulement des apparatchiks et déjà, il y a une part des appuis assez traditionnels, militants du Parti québécois qui vont vers la CAQ et ça participe du phénomène de prolongement de la lune de miel. La CAQ n'est pas dans un contexte où il y a un clivage très marqué entre elle et des opposants de longue date là, qui seraient très fâchés. Au contraire, ils ont plutôt tendance à être heureux d'être surpris de façon positive par François Legault et donc ils veulent se joindre à lui. Peut-être que dans un deuxième temps, ça mènera à une résurgence plus autonomiste à la CAQ, mais pour l'instant, on est plutôt dans... Moi, j'aime bien... tu sais, Simon-Pierre, c'est mon terrain de prédilection, le rapport entre le PQ et la CAQ. Pour moi, François Legault est un Jean-François Lisée qui a réussi, c'est-à-dire que ces gens-là pensaient la même chose à l'origine. Ils pensaient que l'indépendance, ça serait bien chouette, mais que pour le moment, c'est pas possible et par conséquent, il faut trouver une façon de mettre ça sur la glace pour aller faire autre chose. Et François Legault était beaucoup mieux outillé que Jean-François Lisée pour procéder à ce... Sa posture était plus simple aussi. Beaucoup plus claire, comme plus chef simple, du PQ. plus franche. Oui, mais quand t'es chef du PQ, puis ton article 1 te dit que tu dois faire l'indépendance, du moins c'est ta raison d'être, évidemment... ils se sont retrouvés entre deux chaises. Alors là, ça va être l'indépendance, mais dans le second mandat, enfin... Mais ça, je pense que c'est venu à taper sur les nerfs de l'électeur. Exactement. Dans le sens où, là, branchez-vous. Ça entretient une image de duplicité continuelle. Là. Mais Nick Payne, vous disiez tout à l'heure que probablement le dossier de la laïcité ne sera pas un vrai levier de conflit Québec-Ottawa. J'ai l'impression que le juriste à côté n'a pas la même opinion là-dessus. Ça, c'est lui, ça? C'est moi, ça. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un à côté. Non, il faut croire que c'est moi, on est juste trois. Faites semblant que vous êtes compétent. On est juste trois, puis c'est pas Simon-Pierre, certain. Comment je dirais ça? C'est sûr que c'est une espèce de patate chaude pour Trudeau, hein? Parce qu'il s'en va en élection, on le sait, mais en fait, il est déjà en pré-campagne. Le Québec est pour lui un terrain absolument névralgique. On se comprend là-dessus, ça fait aucun doute. Et l'appui à ce qu'on appelle, à mon avis, faussement la laïcité, mais là, c'est peut-être un autre débat, est excessivement fort au moment où on se parle. On a un 65, 70, 75%, même dans certains cas, dépendamment des sondages, ce qui est absolument énorme. Est-ce que Trudeau va défendre ses principes et casser du sucre sur la tête du gouvernement Legault à cet effet-là? Franchement, j'ai des doutes. On a vu jusqu'à maintenant, c'est un peu du bout des lèvres. Ils ont vu ce qui est arrivé à Philippe Couillard. En plus. Donc, j'ai l'impression que Trudeau va essayer d'éviter ce guet-pied-là de la meilleure façon possible. Malheureusement, est-ce que ce sera évitable? Je suis pas si certain que ça. Surtout si un gars comme Blanchet, qui par ailleurs a pas l'air de manger de l'identitaire plus que ça, mais si jamais il décidait d'aller là, ça forcera évidemment le gouvernement Trudeau à se positionner lors de la prochaine campagne et ça pourrait devenir problématique. Mais l'autre élément aussi, il y a un marché pour ce qu'on peut appeler le Québec bashing. Donc, les partis qui vont dire, moi, le Québec, je vais le remettre au pas, c'est pas vrai qu'il va adopter ça. Il y a un marché électoral pour ça dans l'Ouest et ailleurs au Canada. Là. Oui, mais en même temps, il n'est pas si clair que ça qu'au Canada, il soit pas possible de dégager une forme de consensus ou même de majorité sur cette question-là, de ce qu'on appelle la laïcité, faute de mieux. Là, peut-être que c'est pas si solide que ça pour Justin Trudeau, même au Canada, sur cette question-là. Donc, ce qui milite aussi en faveur d'une sorte de volonté d'éteindre le feu là, de Justin Trudeau, davantage que de mettre le feu en bâchant le Québec. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, Simon-Pierre, je pense qu'il y a une carte qui est en train de se redessiner, en un sens, puis on voit souvent le Québec comme étant un bloc monolithique versus le reste du Canada qui est un autre bloc monolithique. À mon avis, c'est une fausse posture. Mais en tout cas, dans ce débat-là. Oui, de toute évidence. Ouais. Et c'est là que je m'en allais un peu. C'est regarder, par exemple, les Andrew Scheer qui ont fait campagne, puis c'est pas terminé, contre le pacte mondial sur les migrants en donnant des claques en arrière de la tête de Trudeau. Et je pense que ça fait juste débuter. Il y a une base électorale très forte pour ce genre de discours-là, qui, par ailleurs, est occidentale. Là. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le Canada. C'est peut-être un peu ce que Maxime Bernier a compris aussi, en voyant qu'il n'y avait pas d'option. Mais de toute évidence, là, c'est un sheer plus à ce niveau-là. Et donc, si on essaie de jouer cette carte-là, faut pas oublier qu'il y a une portion appréciable, très appréciable de Canadiens anglais, donc hors Québec, qui partagent totalement
le discours identitaire québécois, pas évidemment dans ces moindres virgules, mais de manière générale, en disant on est ici, on est chez nous, puis vous faites comme chez nous, puis ça vient de finir là, puis la religion ça va faire, puis patati, puis patata. Donc de ce fait-là, Trudeau passe actuellement, puis ça sera son plus grand défi, pour un élitiste, le bon vieux terme du bien-pensant, etc., qui risque, à mon avis, de lui coûter des votes, à mon sens, parce que ça, c'est pas la mode, là. On se comprend bien, la mode est à l'effet inverse. Ah oui, Trudeau est un des rares leaders occidentaux à être relativement aimé, ou en tout cas à être récemment encore populaire, qui ne soit pas dans la mouvance tout à fait. Regardez ce qu'il a fait ce week-end quand il est allé, quand il a accueilli la jeune Saoudienne. On me posait la question, j'avais une entrevue à la radio ce matin, me disant, est-ce que c'est pas un coup de marketing politique pour Trudeau? Je dis, au courant contraire. Je dis, qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Qui ne votait pas Trudeau aujourd'hui va se mettre à voter Trudeau de ce fait-là? Personne. Je veux dire, au contraire, il y en a qui allaient peut-être voter Trudeau qui vont débarquer de ce fait-là. Donc, bref, il y a un nouvel acte, je pense, qui est en train de se créer. Et effectivement, il traverse le Québec et le Canada là, indistinctement. À la rigueur, on peut penser que le Québec étant dans une tradition un peu plus nationaliste par la force des choses, peut-être une plus grande proportion de sa population qui est en faveur des politiques dites identitaires. Mais restez avec nous après cette courte intermède musicale. Ce sera la chronique Marché du travail. Vous êtes toujours à Société pour cette émission consacrée aux prochains défis qui attendront le gouvernement de la CAQ. Mais c'est maintenant l'heure de la chronique Marché du travail avec Nicolas Lessard, qui est conseiller en ressources humaines. Nicolas Lessard, vous êtes là? Oui. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Alors, vous voulez nous parler cette semaine de formation professionnelle? Oui, effectivement. Comme vous le savez, on parle régulièrement de la société du savoir et de l'importance de la formation dans le monde d'aujourd'hui, évidemment. Oui, puis les entreprises ont l'obligation d'offrir de la formation à leurs employés pour les aider à maintenir à jour, voire à développer les compétences professionnelles. Absolument. Et étant donné le développement des technologies, mais aussi l'évolution des pratiques de gestion, la formation continue des employés, donc en cours d'emploi, est de plus en plus essentielle. Oui, donc essentiel, mais il y a des statistiques d'ailleurs par rapport à ça, là, je pense, par rapport au nombre d'emplois occupés dans une vie. Là. C'est-à-dire qu'effectivement, personnellement, dans ma pratique, quand je regarde le nombre d'emplois qu'une personne occupe dans une vie, sur un CV, les gens restent en moyenne 2, 3, 4 ans dans un emploi et après, ils changent. Donc, c'est sûr et certain que plus on effectue des emplois qui sont différents, plus on doit s'adapter, plus on doit se former pour évidemment se garder à jour. Et puis, quand on regarde l'évolution aussi, comme je disais, des pratiques de gestion, maintenant, on a plus d'autonomie aux employés, des petites équipes semi-autonomes et tout ça, ça vient des habiletés qu'on doit développer, l'autonomie, gestion du temps, etc. Donc, la formation, c'est vraiment de plus en plus nécessaire. Bien, c'est clair que je pense que c'est un enjeu de société, autant pour les individus que pour les entreprises. Mais est-ce que le gouvernement a un rôle là-dedans ou est-ce que c'est une question à part, là, ça? En fait, le gouvernement a non seulement un rôle là-dedans, mais il a pris vraiment les moyens de ses ambitions à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en 2007, ils ont adopté une loi qui oblige les employeurs, dont la masse salariale est de 2 millions de dollars ou plus, à investir 1% de leur masse salariale en formation chaque année. Donc, par exemple, une entreprise, une petite PME qui a une masse salariale de 2 millions doit investir 20 000 $ en formation chaque année. Et l'employeur est vraiment obligé de le faire, sinon il doit payer le montant dans un fonds du gouvernement pour la formation. Je vais vous épargner le nom du fonds parce que c'est super long, mais grosso modo, en résumé, l'employeur a le devoir de payer de la formation à ses employés. Donc, c'est une opportunité, profitez-en. Mais Nicolas Lessard, concrètement, qu'est-ce que ça donne la formation professionnelle pour monsieur, madame, tout le monde? Qu'est-ce que ça donne, pour citer l'immortel Yvon Deschamps? Oui. Pourquoi c'est important la formation? En fait, d'abord sur une base personnelle. C'est vraiment enrichissant et c'est motivant d'apprendre et de se développer. Ensuite, pour être meilleur dans votre emploi actuel, pour être plus efficace, pour obtenir des nouveaux mandats, des nouvelles responsabilités et pourquoi pas obtenir une augmentation de salaire aussi. C'est important, c'est même fondamental pour développer votre employabilité, soit votre capacité à trouver un nouvel emploi. Comme on disait tantôt, les gens changent d'emploi régulièrement dans une vie. Donc, si vous voulez changer d'emploi, ça va être beaucoup plus facile si vous avez des compétences à jour, voire si vous avez plus de compétences que vous en avez actuellement. Dans la même lignée, si par malheur, vous deviez perdre votre emploi actuel, parce que vous savez, vous et moi, avec l'économie, il y a beaucoup de fluctuations et tout, bien évidemment, vous allez devoir vous retrouver un nouvel emploi. Vous allez avoir beaucoup plus de chances si vos compétences sont à jour, voire si vous avez déjà acquis des nouvelles compétences plus efficaces là, pour le marché du travail.
Finalement, pour pouvoir progresser dans votre carrière, pour obtenir des meilleurs emplois, avec plus de responsabilités et des meilleures conditions, c'est nécessaire souvent de se former, d'acquérir des nouvelles compétences. Par exemple, si vous commencez dans un emploi comme technicien, puis par la suite vous devenez coordonnateur d'équipe, puis éventuellement vous voulez devenir un gestionnaire, souvent vous allez devoir acquérir des nouvelles compétences pour progresser d'un poste à l'autre. Et pour ça, le secret, c'est la formation. Sa formation, donc ça semble positif, mais concrètement, pour ceux qui nous écoutent, par où on commence avec ça? Tout d'abord, c'est important de définir votre objectif. Quand vous regardez vos propres besoins, quelles compétences est-ce que vous devriez améliorer pour être meilleur dans votre emploi ou simplement pour vous garder à jour? Pour vous aider là-dedans, vous pouvez vous demander c'est quoi les besoins de votre entreprise. Par exemple, est-ce que vous utilisez un certain logiciel, un logiciel maison de base de données, le logiciel Excel? Est-ce que vous utilisez une nouvelle machine, par exemple? Parce qu'évidemment, il y a toujours un progrès au niveau des technologies. Donc, est-ce que vous avez besoin d'apprendre un peu plus comment fonctionne cette nouvelle machine-là pour être plus efficace dans votre façon de l'utiliser? Comment est-ce que le travail est organisé dans votre entreprise? Par exemple, est-ce que vous faites du travail par projet ou est-ce que vous travaillez en petite équipe semi-autonome? Personnellement, est-ce que vous avez beaucoup d'autonomie dans vos tâches? Ou au contraire, est-ce que vos tâches sont déjà très, très cadrées et puis vous faites seulement plutôt de l'exécution? Finalement, est-ce qu'il y a une promotion qui peut vous intéresser dans l'entreprise? Vous savez que dans quelques années, par exemple, votre superviseur va prendre sa retraite et vous souhaitez occuper son poste. Comment vous allez vous préparer à aller chercher ce poste-là? Tout ça, ce sont des questions qui peuvent vous aider à définir votre objectif de formation. Par la suite, vous vous préparez un plan. Quelle formation est-ce que je vais aller suivre? Est-ce que je vais aller faire une formation sur Excel, par exemple, pour être capable de faire les fameux tableaux croisés dynamiques? Est-ce que je vais faire une formation sur la gestion du temps? Si je suis en service à la clientèle, je pourrais faire une formation sur les clients difficiles, une formation sur une nouvelle machine. Ensuite, est-ce que vous voulez faire votre formation à distance, donc par vous-même, ou est-ce que vous préférez avoir un cours dans une institution avec un professeur, par exemple à l'université ou dans une école ou un cégep? Vous pouvez vous demander également, en fait, c'est fondamental, où, quand et combien va vous coûter votre formation? Quel va être l'impact sur votre vie, sur votre gestion du temps, sur votre famille? On le sait aujourd'hui, les gens courent un peu après le temps. C'est sûr que si vous avez une famille à vous occuper, puis vous devez passer une soirée pour aller à l'université faire un cours, c'est sûr que ça va avoir un impact sur votre vie familiale. Puis finalement, et c'est une des choses les plus importantes, quels vont être les avantages pour votre employeur à ce que vous ayez faire cette formation-là? Est-ce que vous allez être plus efficace, plus productif? Est-ce que ça va améliorer la performance de votre équipe de travail? Et lorsque vous avez clarifié tout ça, vous avez un plan, vous allez en parler à votre superviseur. Vous lui expliquez que c'est une démarche qui est gagnant-gagnant. Déjà, lui, il y a des coûts qu'il doit payer à chaque année de toute façon pour la formation. Et alors, vous lui demandez s'il ne pourrait pas vous payer cette formation-là. Et moi, je suis convaincu, si la formation est pertinente pour votre emploi, il y a de très, très bonnes chances que l'employeur accepte, vu qu'il a déjà cette obligation-là d'investir en formation. En plus, on est en début d'année, mois de janvier, donc c'est en plein le temps maintenant de vous faire un plan de formation pour 2019, prévoir dès maintenant les compétences que vous voulez aller chercher cette année. Alors, je vous souhaite une bonne formation tout le monde. Ah ben, j'allais dire merci. Moi, je suis pas en formation, mais merci au nom de tous ceux qui vous écoutent et qui sont maintenant éclairés par ça. Vous avez pris l'habitude de clore ces petites chroniques. Ben, pris l'habitude, c'est seulement votre deuxième avec nous, mais vous allez prendre l'habitude de clore sur un conseil RH du jour. Alors ça, c'est ces petites anecdotes cocasses, souvent des faits vécus que vous avez vous-même vécu dans votre ancienne vie de recruteur pour améliorer sa recherche d'emploi. Votre conseil RH du jour, Nicolas Lessard. Effectivement, conseil RH du jour, donc pour rire un peu, mais évidemment pour apprendre aussi. Alors, mon conseil du jour, faites attention à la qualité de votre français et aux détails. C'est vraiment très important. Par exemple, un fait vécu, je regarde un CV et je vois la section des qualités professionnelles comme rigueur, orientation client, travail d'équipe. Ça a l'air très bon. Et là, j'arrive à très bonne maîtrise du français. M-E accent aigu T-R-I-S-E. Donc, une très bonne maîtrise, oui. Une très, très bonne maîtrise, puis la personne ne sait même pas écrire maîtrise. Ça s'invente pas, là. C'est fait vraiment pas sérieux, mais je l'ai trouvé vraiment hilarante, celle-là, quand je l'ai vue. Vous voyez comment c'est important, puis en plus, il y a tellement d'outils pour corriger les textes aujourd'hui, je comprends pas que ça ait passé. Mais surtout, d'arriver puis de dire j'ai une très bonne maîtrise du français, puis je sais même pas écrire. Enfin, bref, j'ai trouvé ça amusant. Je reçois un autre CV. Tout est parfait. Un excellent CV. Je veux appeler la dame, sauf que il manque un chiffre à son numéro de téléphone. Comment je fais pour l'appeler, moi? Donc, elle a dû attendre l'appel longtemps. Elle a attendu l'appel longtemps. C'est meilleure chance la prochaine fois, comme on dit. C'est un petit détail, mais c'est fondamental parce qu'elle avait un excellent CV. Mais, j'ai pas pu l'appeler.
Dernière anecdote que je vous raconte aujourd'hui, une perle. Je reçois un courriel de candidature. La personne m'écrit « Bonjour, Madame Nicolas Lessard ». J'ai comme l'impression qu'elle s'est pas relue, là. Parce que je me dis, en tout cas, ça me semble vraiment évident, mais je l'ai trouvé absolument hilarante, celle-là. Madame Nicolas Lessard, je comprends pas que quelqu'un peut s'écrire ça puis que ça passe. De nos jours, il faut prendre ses précautions. Absolument. En fait, je vais vous donner un petit truc par rapport à ça, parce que c'est bien drôle, mais pour éviter que ça arrive. Avant de postuler, envoyez-vous votre candidature à vous-même, par courriel, exactement comme si vous l'envoyiez à une entreprise. Laissez reposer votre courriel une couple d'heures, puis plus tard, allez dans votre boîte de réception, relire votre courriel. Ça va vous permettre de prendre du recul, puis vous allez vous mettre dans la peau du recruteur qui reçoit votre courriel, puis qui, lui, qui connaît pas du tout votre candidature. Vous allez l'avoir avec un nouvel œil. Donc, est-ce que le courriel est bien écrit? Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce que j'ai oublié de mettre le CV en pièce jointe? Ça a l'air niaiseux, mais ça arrive souvent. Est-ce que mon CV est complet? Est-ce que j'ai oublié des détails importants? Par exemple, le numéro de téléphone. Par exemple, le nom de la personne. Est-ce que j'ai fait des fautes? Bref, le fait de vous envoyer votre candidature par courriel puis de le regarder vraiment avec un œil neuf, ça peut vous éviter de faire bien des erreurs puis vraiment améliorer vos chances de décrocher un emploi. Alors, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Merci. Et merci Nicolas Lessard et à la semaine prochaine. Alors, ce sera maintenant le moment de la chronique éphéméride. Alors, la pertinence de cette chronique éphéméride, c'est bien entendu de pouvoir revenir sur des faits marquants qui sont survenus dans l'histoire à pareille date. Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 janvier. Que s'est-il passé un 14 janvier? Dans le cas présent, notre chroniqueur éphéméride, Benoît Savard, journaliste et fonctionnaire à la retraite, et détails biographiques anecdotiques, mon père également, qui va nous parler donc d'un fait historique assez récent. Benoît Savard, vous êtes là? Oui, bonjour Simon. Bonjour, alors on vous écoute. Vous voulez revenir donc sur la fermeture annoncée il y a un an pile, le 14 janvier 2018, des magasins Sears, qui est implanté depuis 1953. Oui, exactement. Et donc, c'est un grand jour et un triste jour en même temps, façon de parler, puisque les derniers magasins Sears, encore ouverts, ferment définitivement leurs portes il y a exactement un an, ce jour-ci. Et au total, rien de moins que 12 000 personnes d'un océan à l'autre au Canada perdent leur emploi. Et c'est une page d'histoire, évidemment, du commerce au détail qui se tourne définitivement après 65 ans d'histoire, c'est incroyable. Il faut dire que depuis 2012, le détaillant avait accumulé des pertes d'exploitation totalisant rien de moins que 10 milliards, cher Simon. Alors, 10 milliards. Et en conséquence, l'entreprise s'était placée à l'abri de ses créanciers, le temps d'amorcer une restructuration pour tenter de sauver la chaîne et qui, malheureusement, devait l'acculer quelques temps plus tard à la faillite. Alors, ce qui était assez cocasse de se rappeler, c'est que pour plusieurs consommateurs, il faut un certain âge, évidemment, mais quand même, on peut se rappeler que c'était le grand magasin responsable de l'entretien des électroménagers et également des entretiens à domicile, qui était assez rare à l'époque par un magasin à grande surface comme cela et distributeur, qui se rendait pour réparer les appareils électroménagers à domicile. Ce qui est assez également extraordinaire, c'est qu'on pourrait dire que pour bien des experts, Sears a été victime du commerce en ligne. Et là, c'est un fait, Simon, même quasi, c'est presque ironique, à tout le moins paradoxal, car on pourrait dire que jusqu'à un certain point, avant même l'existence du web, que Sears avait pratiquement inventé le commerce au détail. Parce qu'avec le fameux catalogue Sears, les gens qui vivaient à distance dans les campagnes ou dans les villages éloignés des grands centres où il y avait des magasins Sears à grande surface, eh bien, leur seule solution pour atteindre Sears, c'était le fameux catalogue, particulièrement pendant le temps des fêtes, le catalogue de Noël, et ainsi commandé, évidemment, à l'époque, non pas avec le web, mais par téléphone. Donc, c'est un petit peu ironique de penser que, jusqu'à un certain point, la firme qui a pratiquement inventé avant terme et avant le web, le commerce en ligne par téléphone, eh bien, n'a pas pu résister justement au commerce en ligne et s'y adapter. On finit toujours par être déphasé, hein? On finit toujours par avoir un plus à jour que soi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moins qu'on puisse dire également, pour terminer, Simon, c'est que cette saga de la faillite de Sears, parce que ça en fut une, finalement, j'ai vérifié. C'était
ça a été finalement une faillite formelle. Autrefois, donc, un des magasins à grande surface parmi les plus importants en Amérique et au Canada, forcément, eh bien, a fait couler, bien sûr, beaucoup d'encre il y a un an et puis également fait beaucoup jaser. Et ajoutons en terminant qu'effectivement, pour la petite histoire, les magasins Sears étaient présents au Canada depuis exactement 65 ans, donc à l'époque, donc depuis 1953. Merci Benoît Savard, à la semaine prochaine. Avec plaisir, au revoir. Alors, vous êtes toujours à Société pour le dernier segment de cette émission. Je rappelle que mes invités sont le juriste Frédéric Bérard et l'analyste politique Nick Payne. Vous êtes également animateur de l'émission La Semaine politique sur les ondes de CIBL. Je vous ai un peu taquiné tout à l'heure, mais on n'est pas envieux, on n'est pas jaloux, on n'est pas possessif à Radio-VM. Présentez-nous brièvement votre émission. C'est à peu près ce que vous êtes en train de faire ici, mais à un autre poste, à une autre heure, un autre jour. Mais l'animateur est meilleur. Oui, évidemment. J'ai pas mon père, moi, qui fait des chroniques. D'ailleurs, souvent, je parlais de vous qui étiez meilleur, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Je me posais la question, vous et votre père, est-ce que vous voyez dans les parties de Noël ou... Oui, absolument. Okay. C'est le Québec d'antan, quoi. Non, est-ce que vous voyez? Non. Pas vous voir. Non, c'est cette pratique que nous adoptons à la station. Bien entendu, on ne se vous voit pas du tout même. Loin de là. Loin de là. Mais lui, par contre, de sa génération, il a 70 ans, il vous voyait ses parents. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Mais pas moi, pas du tout. J'ai jamais grandi là-dedans. Puis, je me doutais bien, mais... C'est parce qu'on sait vivre quand on est en onde quand même. C'est comme avec vous, je vous connais bien en dehors de l'émission, mais quand tu es en onde, on adopte le vouvoiement. Pour le bien-être des auditeurs. Exactement, pour leurs chastes oreilles. Je voulais pas répondre sèchement à la question. Trop tard. C'est une émission politique qui analyse l'actualité. Oui, c'est ça, exactement. Mais avec une différence que nous, on ouvre la semaine, vous la terminez, donc c'est pas des fois, ça peut être un format un peu différent. Oui, c'est ça, c'est pas le même état d'esprit, c'est vendredi. Exactement, oui, c'est vrai. Donc on écoute ça le vendredi à quelle heure? C'est à 17h. Sur les ondes de CIBL. Oui, je suis vraiment gêné d'annoncer ça comme ça. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. On est pas, comme je vous dis, on n'est pas possessif. Là, l'important, c'est que ceux qui nous entendent, ils nous écoutent en ce moment. Oui. De ce fait. J'y compte bien. Alors, revenons-en donc à ces embûches et à ces défis du gouvernement caquiste pour cette année. La fameuse question, Frédéric Bérard, vous êtes calé dans la question du droit, donc vous connaissez sans doute la question des règlements du droit parlementaire, le découpage des circonscriptions, ces détails-là. La fameuse question de la réforme du mode de scrutin, est-ce que ça va être le énième gouvernement à se casser les dents là-dessus ou est-ce que ça paraît sérieux? En théorie, une province canadienne peut adopter la proportionnelle sans trop de problèmes. Donc, il n'y a pas d'état de dépendance quelconque face au fédéral ou face aux autres... Parce que, on sait qu'il y a plusieurs formules. Il y a la formule de l'unanimité, formule du 750, mais il y a aussi une formule qui fait en sorte que chacune des provinces peut modifier sa propre constitution interne, dans le sens qu'elle le souhaite. En d'autres termes, il n'y a rien qui empêche, constitutionnellement parlant, le gouvernement Legault d'agir. Reste l'embûche politique, parce que, vous l'avez dit, ce débat-là est né dans les années 70. Et même, je lisais Jonathan Livernois sur Duplessis hier soir, chose que je savais pas, mais à plusieurs reprises dans les années 40 et 50, et même 60, les libéraux ont eu plus de votes que l'Union nationale au suffrage. Donc, évidemment, probablement que ces questions-là avaient déjà émané d'il y a de ça, probablement dans ces mêmes années. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce que le gouvernement Legault aura le courage? Moi, je le répète encore, s'il y a une qualité que je donne à Legault, c'est d'écouter la population et, jusqu'à maintenant, de tenter de suivre ses promesses. Je pense qu'il a fait des promesses, pour la plupart, irréalistes, puis il va finir par se casser les dents d'un point de vue constitutionnel et autres. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas cet obstacle constitutionnel. Donc, restera à voir, est-ce qu'il y aura le courage politique d'aller de l'avant. C'est toujours un peu ironique, parce que quand tu formes ce gouvernement-là, est-ce que tu vas saboter le système qui t'a permis d'accéder à ce même pouvoir? C'est la question qui se pose. On ne sait pas encore d'ailleurs quelle forme exactement ce sera pour de proportionnel, mais Frédéric Bérard nous disait c'est un gouvernement qui ose écouter les gens, mais une des raisons pour laquelle le gouvernement du PQ de René Lévesque à l'époque n'avait pas donné suite à cette promesse-là, c'est que les gens disaient on veut pouvoir choisir notre député. On veut pas que ça soit un vote
simplement pour un parti que tout est distribué par la suite. Question des listes. Oui. Là, oui. Parce que là, on est toujours, en général, on parle d'un système proportionnel mixte compensatoire. Là, c'est ça. Là, il y a des listes de députés qui ne sont pas attachés à une zone particulière pour lesquelles on vote également pour amener justement plus de proportionnalité, mais ça a ce défaut-là, donc, de défaire une forme de proximité à laquelle beaucoup de gens tiennent. Mais le défi politique de M. Legault là-dedans, c'est celui de tous ceux qui ont pensé à faire cette modification-là à notre système, c'est que M. Legault va devoir aller voir une trentaine de ses députés, je ne sais pas combien, mais ça peut être un chiffre de cet ordre-là, et leur dire, vous savez, à la prochaine élection, si on pose ce geste-là, vous allez probablement perdre votre poste. Ça fait beaucoup de monde qui vient juste d'être élu, des gens qui viennent voir leur vie changer pour plusieurs d'entre eux. Les pressions internes sont tellement fortes à ce moment-là que, par définition, souvent, le chef du gouvernement décide de laisser tomber la serviette. Ceci dit, il y a plusieurs systèmes de proportionnel. La mixte dont vous parlez ferait en sorte que tu peux avoir quand même, tu peux conserver un nombre assez important de circonscriptions et tu bonifies ça par la liste en question où le parti choisit qui est premier et qui est dernier. Évidemment, si vous êtes dernier, je pense que le message est clair. Si vous êtes premier, le message est clair aussi, mais là, c'est plus positif. Donc, tout ça pour dire quoi? Il y a une manière d'arrimer tout ça. Il y a plusieurs modèles à l'étranger qui peuvent inspirer le Québec. C'est pas l'Allemagne. C'est pas notamment le modèle allemand. Il y a déjà eu des propositions d'adaptation qui est qu'on garderait peut-être la moitié des sièges de l'Assemblée nationale. Disons, grosso modo, les circonscriptions fédérales, admettons, grosso modo comme découpage, qui serait encore de l'élection de députés directs, donc comme le système actuel. Et pour le reste, ce serait une proportionnelle régionale, donc en fonction des régions. Puis là, comme ça permettrait à la fois aux députés locaux de se faire valoir, mais aussi aux partis d'avancer les candidatures qu'ils souhaitent le plus voir puis ça ajoute une certaine forme de contrepoids, une espèce de fédéralisme à petite échelle, en un sens qui n'est pas une mauvaise affaire, essentiellement. Là. On sait que vous aimez le fédéralisme. Non, mais pas tant que ça, à vrai dire, mais ce que j'aime beaucoup, par contre, ce sont les régions. Et je crois que je suis moi-même originaire de Mont-Laurier, puis je fais de la radio là à chaque jour, et je connais bien les enjeux de la place, et je pense que les régions québécoises ont été laissés pour compte depuis longtemps dans nos débats politiques, dans nos débats économiques. Donc, si ça, c'était une manière de ramener ces enjeux-là à Québec, à l'Assemblée nationale, à vrai dire, moi, je suis en faveur. Mais dans tous les cas, quelle que soit la solution proposée ou choisie, ça suppose des bouleversements, puis ça installe un défi alors, ça, là-dessus, vous avez raison. Considérable pour M. Legault auprès de ses propres troupes, parce que du côté du Parti québécois et Québec solidaire, ses alliés préélectoraux sur ce projet-là, je pense qu'on peut imaginer qu'ils vont être plutôt proactifs. Ben oui, plus que jamais dans le cas du Parti québécois. Puis pour Québec solidaire, on n'est pas encore rendu à un niveau où on est un peu plus frileux sur cette question-là. Alors tout va dépendre de lui, de sa relation avec ses troupes. Après, ce que le consensus sur la forme de proportionnel à trouver est faisable, est atteignable, c'est difficile à dire. Une autre des questions, c'est que pendant longtemps, on se disait que le scrutin proportionnel allait réduire le poids des francophones au niveau électoral. C'est l'argument notamment de Christian Dufour, le politologue, qui est farouchement opposé à cette proposition-là. Mais le soir de l'élection, moi... Ça a agi au Parti québécois aussi, là, ça, cette considération-là. Oui, absolument. Mais moi, j'avais l'impression, le soir de l'élection, parce que plusieurs souverainistes commençaient à être en faveur de la proportionnelle, justement au nom du fait que là, les libéraux avec le système actuel sont au pouvoir ad vitam aeternam. Donc, on inversait un peu de logique. Mais le soir de l'élection, on a vu que le Québec français pouvait encore choisir un gouvernement majoritaire extrêmement fort. Sauf que ça a pris une des circonstances idéales. Oui. Parce que la tempête parfaite, exactement. Parce que tu sais, le Parti libéral du Québec part avec un fonds de commerce de, peut-être pas cette fois-ci, mais pratiquement là, 25, 28, 30, 35, entre 25 et 35 comtés sûrs. Il n'y a aucun autre parti qui peut se vanter de ça, du fait justement qu'il a le monopole du vote non francophone. Je veux dire, ce qui est énorme comme tel. Donc, est-ce qu'on doit contrebalancer ça en démocratie? Moi, je pense que c'est évident. Et là, la CAQ a été chanceuse cette fois-ci, mais je ne suis pas certain, moi, que dans 4 ans, dans 3 ans et demi, du moins, elle aura cette même chance-là. Est-ce que les as vont être alignés de la même manière? Et au-delà des considérations partisanes, ce serait bien que nos politiciens et politiciennes s'élèvent
au-delà de ce débat-là, à mon sens. Que les discussions transcendent les petits intérêts purement partisans et politicailleux, disons-le franchement, et pensent au bien-être démocratique du Québec, parce que je pense qu'il y a un cynisme qui est assez fort actuellement, qui est entretenu en bonne partie par le Parti libéral et le Fonds de commerce. Je veux dire, c'est pas de sa faute, il l'entretient, tant mieux pour lui. Mais pour le reste, je pense qu'il faut essayer de contrer ça, et plus vite que plus tard. Donc, vous ne pensez pas que le soir même de l'élection, en voyant « j'ai un gouvernement majoritaire de plus de 70 sièges, j'ai plus besoin de la faire, ma proportionnelle. » Ben, ça, c'est le cas classique, là, mais comme le disait Frédéric Bérard, à ce jour, François Legault a l'air de vraiment faire une valeur cardinale, de s'en tenir à ses promesses et à tout le moins avoir l'air de vouloir les respecter. Après, le temps va passer, puis on verra si vraiment, dans le cas de la proportionnelle, moi, je peine toujours à y croire, franchement. Ben, non, mais moi de même, puis Trudeau était de bonne foi là-dessus, ça je le sais de source très sûre, mais ça évidemment, il a frappé merci. Un sacré nœud. Ouais. Ceci dit, c'est une très belle façon de passer à l'histoire, comme premier ministre, être celui qui a fait adopter la proportionnelle pour le bien-être. Même s'il en venait à perdre le pouvoir, ça serait encore plus noble, si ça se trouve. Donc, autrement dit... Peut-être que je rêve en couleur. Je suis d'accord avec ça. Mais dire que le gouvernement de Justin Trudeau était de bonne foi, vous pensez pas que ça fait simplement partie, encore une fois, des dynamiques, des petits intérêts qui... Oui, ben en fait, ça, c'est survenu après coup. Ouais. Mais initialement, Justin Trudeau a beaucoup de défauts. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est essentiellement de bonne foi. Il n'a pas... On va lui donner la qualité de ses défauts, là, ou l'inverse. Il n'a pas l'esprit machiavélique comme d'autres l'avaient avant lui, comme Stephen Harper, par exemple. Il n'a jamais pensé à ça, le problème avec la proportionnelle, ça, je vous garantis ça. Ça lui a sauté en pleine face une fois bien assis au pouvoir après discussion avec ses conseillers, son caucus, ainsi de suite. Mais initialement, si on lui avait mis un gun sur la tempe en disant « Es-tu réellement pour la proportionnelle? » Moi, c'est clair qu'il aurait répondu oui. Mais le reste, que la montagne est assez importante, et là, reste à voir si François Legault la franchira. Il s'est dit que les selfies allaient sans doute faire oublier tout ça. Un autre élément à surveiller aussi. Est-ce qu'il y a eu tort? En ce moment, il n'y a pas de chute drastique. Il est légèrement en avance dans les intentions de vote. Ça ressemble à un gouvernement classique au 20e siècle qui terminait un premier mandat. C'est-à-dire, c'est pas ni insatisfaction, ni satisfaction. Mais ce que je veux dire par là, je pense que les gens visiblement sont tannés d'espèces de spectacle, et le voyage en Inde a été le moment charnière. On l'a vu à Infoman lui-même, je pense qu'il s'est fait dire, là, t'as intérêt à avouer que c'était en rire toi-même. Ça c'est clair, mais par rapport à la question que vous avez posée, est-ce que la politique spectacle du gouvernement Trudeau, à laquelle j'adhère pas du tout, est pas venue faire oublier la promesse de la proportionnelle? À part nous et quelques personnes ici et là, de manière générale, je pense que oui. Là. Et puis là, on parle du Québec, parce que le nom Trudeau au Canada et la jeunesse, le dynamisme de Justin Trudeau, la marque libérale est quand même encore en très bonne forme, davantage là-bas. Surtout que le NPD est incapable d'aller chercher le terrain qui aurait pu être le NPD, c'est un autre sujet, on s'éloigne un peu du Québec, mais il faudra surveiller la partielle bientôt, où Jagmeet Singh joue probablement son leadership. Parce qu'il est candidat dans une élection partielle, un chef qui parviendrait pas à y arriver. C'est pas impossible que le NPD trouve un sauveur de dernière minute. Là. Vous dites qu'on s'éloigne, Simon-Pierre, mais à mon sens, la survie, ou entre la performance du NPD va être directement liée à celle du Bloc québécois. Oui, effectivement, c'est possible. Ou peut-être celle de Maxime Bernier, allez savoir. Oui, parce que les électeurs, souvent, là, ça passe d'un à l'autre. Ça va mal dans le fond. Ouais. Mais autre élément aussi pour le gouvernement caquiste, on annonce une récession économique. On annonce à tout le moins la fin de la croissance. Certains, les plus optimistes, vont parler d'atterrissage en douceur. D'autres disent au contraire, quand on regarde plusieurs signaux aux États-Unis, ça se peut très bien qu'une crise financière survienne cette année ou prochainement, si ce n'est pas cette année. Donc, ça aussi, ça va être à régler. L'économie, c'est souvent quand même là où beaucoup de gouvernements se cassent les dents aussi. Et la CAQ a fait des promesses très, très, très ambitieuses en termes de coûts, là, et on voit là, que les politiques de M. Trump commencent à avoir un effet. On pense aux tarifs sur l'aluminium, par exemple. Et quand on a promis, alors, le prolongement du REM dans tous les sens, quasiment jusqu'à la troisième lien. Oui, c'est ça. Le troisième lien qu'avec le fameux troisième lien, réduire le temps d'attente dans les urgences à 90 minutes. Là, on a ou le fameux redressement national en éducation, construire des écoles, la maternelle 4 ans, ça va être... le retour à la réalité va être brutal, surtout si l'économie ralentit comme on le prévoit, effectivement. Puis de toute évidence, c'est ça qui va arriver là. Fin de lune de miel
au plus tard à ce moment-là. Au plus tard à ce moment-là, donc vous la voyez en 2019, là, cette... Ah, ouais, quand on est dans une période de lune de miel, on a tout le temps l'impression que tout va bien puis ça va aller bien longtemps pour les gouvernements et quelques semaines plus tard, il suffit c'est d'un la truc, calamité. Oui, c'est mais ça. pour revenir sur la question, sur la question économique, vous êtes beaucoup plus calé que moi là-dessus, ça fait pas doute, mais j'ai comme l'impression que le gouvernement Trudeau souhaite, je dis l'évidence en disant ça, là, mais souhaite clairement que cette crise-là, qu'elle soit financière et ou économique, soit reportée. Le début de cette crise-là soit reporté après l'élection. Parce qu'imaginez si tout ça débute, je dis ça comme ça, en juillet ou septembre, qu'est-ce que va faire Andrew Scheer? Puis c'est déjà commencé. Il va dire, et c'est pas faux, que le gouvernement Trudeau a été irresponsable, déficit, incapable de gérer l'économie, fait comme son père, blablabli, blablabla. Et ça, à mon sens, va avoir une résonance assez forte aux oreilles des électeurs. Et il va avoir des répercussions, évidemment, au Québec et sur la manière dont François Legault gérera, à mon sens, son gouvernement. Ben, Stephen Harper, lui, était en pleine élection en 2008 quand la crise de 2008 a explosé. Je me souviens, je pense que l'élection venait d'être déclenchée tout juste et ça a mis fin à ses espoirs d'avoir un gouvernement majoritaire. Il a dû se contenter d'un autre gouvernement minoritaire. Donc, d'habitude, les gouvernements sont toujours blâmés. Mais c'est clair. À tort ou à raison, là, parce que souvent ça venait des États-Unis, cette crise-là. Ça venait pas de chez M. Harper. Là. Évidemment. Soyons clairs, souvent à tort. Mais dans le cas d'un gouvernement provincial, là, on avait l'impression, tout le monde, en 2008, qu'à cause de notre modèle distinct du modèle québécois, on était moins vulnérable à ces fluctuations mondiales-là. Est-ce que c'est dans le cas de M. Legault, on semble entretenir un rapport trouble au modèle québécois un peu, là? C'est vrai que le Québec va être moins vulnérable peut-être, mais il en demeure pour moi que l'effet politique va être là quand même. Les nouvelles, tous les jours nouvelles, tu vois, là, ça devient plus angoissant pour les lecteurs. Et puis, je reviens là-dessus, les promesses sont vraiment grandiloquentes. Il y a beaucoup de dépenses à prévoir si M. Legault devait réaliser le quart de ses promesses. Donc, forcément, ça va être difficile là, même si le Québec pâtit un peu moins de la situation économique. Quand vous parlez du modèle québécois, vous parlez du modèle un peu plus keynésien. Le modèle d'intervention, oui, qui lui-même a déjà été un peu charcuté dans les années. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En 2008, suite au gouvernement Bouchard, suite au gouvernement Charest, je ne suis pas certain qu'on pouvait qualifier ça d'État-providence. Moi, je pense que on l'a vu avec la Caisse de dépôt et placement. Notamment. Puis je pense que ce qui a sauvé, entre guillemets, le Canada à ce moment-là, c'est beaucoup plus le refus du gouvernement chrétien de fusionner. On se souvient certaines banques, comme ça avait été proposé. Je pense que il était question de passer le seuil de 10% de possession pour un seul actionnaire à, si je ne m'abuse, d'enlever la limite, je crois. Oui, exactement. Puis là, ça aurait été évidemment le free-for-all côté fusion bancaire. Ce que le gouvernement chrétien a empêché essentiellement. Autrement, je pense que la crise aurait été beaucoup plus sévère, incluant au Québec. Pour le reste, c'est vrai qu'on blâme souvent les gouvernements d'un point de vue économique, mais particulièrement aujourd'hui, puis vous écrivez des livres là-dessus, vous savez 100 fois mieux que moi. Je pense que quand ça tousse à Hong Kong, ça tousse à Washington, c'est Chibougamau qui attrape la grippe. Là, par le biais de cette industrie financière-là. Je vois difficilement comment les gouvernements peuvent en faire beaucoup plus, sinon que d'intervenir d'un point de vue économique avec certaines dépenses. Et c'est ce que plaidera le gouvernement Trudeau, mais ironiquement, lui a commencé à dépenser le fric avant même que la crise se pointe. Beau portrait. Ouais. Frédéric Bérard, juriste. Nick Payne, analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Alors, le message de Si je comprends bien, c'est que à M. Legault et à ses sbires, à son entourage, attachez vos tucs, l'hiver va être froid.